Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mes invités, auteurs, comédiennes et metteuses en scène pour ceux qui les réunissent. Après Camille contre Claudel, Hélène et Lola Zidi, mère et fille, sont de nouveau réunis sur scène dans Anatomie d'une actrice à Avignon et à Paris à la rentrée. L'occasion alors de découvrir nos invités et ce en direct sur Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Hélène et Lola Zidi. Bonjour. Merci beaucoup. De votre invitation. Mais je suis Oui, ravie aussi merci. de vous découvrir et de vous accueillir en direct sur Radio J. C'est une première pour toutes les deux de venir sur cette antenne. Oui. Moi, je crois que j'étais déjà venue, mais il y a plus de 2 ans. Un petit moment, très Voilà. bien. On va tenter donc dans cette émission de vous découvrir ou redécouvrir pour tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire. Aïe. Et chacune, c'est-à-dire Lola, vous vous décrivez vous-même et Hélène, la même chose. Quels mots diriez-vous pour vous décrire ? 3 mots. Alors, je dirais sensible, excessive, et le troisième mot... Il va venir. il va Hélène. venir. Peut-être vous pouvez l'aider. Évidemment, transmission, Ouais, très bien. résilience, et puis générosité. Et générosité. Et Lola, et est-ce Alors, que... le dernier mot, ça sera poésie. Poésie. Très bien. Eh bien, on va voir si ça colle avec vous tout au long de cette émission. Attention. Et on démarre par le début, toujours le début. Tentons alors un portrait croisé, si vous le voulez bien. Hélène, vous êtes née un 30 mars dans les années 60. Vous êtes la fille de Claude Zidi, réalisateur, scénariste, producteur de près d'une trentaine de comédies françaises, toutes couronnées de succès qui ont mis en lumière les plus grands d'une génération. Lola, vous êtes née un 15 décembre dans les années 80 et vous êtes la fille d'Hélène Zidi, comédienne, directrice de casting et metteuse en scène ici présente, mais aussi du comédien Yves Régnier qui a aussi marqué une génération entière par son rôle d'acteur dans Le Commissaire Moulin pendant près de 40 ans. Toutes deux, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Je vous laisse Je te laisse décider de commencer. qui prend la T'as parole. eu mon enfance avant la mienne. Ça, c'est très intéressant parce que c'est peut-être là que je voudrais en venir. J'ai eu une enfance vraiment super sympa parce que j'ai eu la chance d'être élevée par des gens passionnés, un père qui se levait le matin, qui se battait pour sa passion et sa vocation. Donc en fait, c'est très joyeux en fait, de voir quelqu'un, même si il y a des difficultés de départ, c'est des métiers pas faciles et il n'y avait pas d'introduction à l'époque pour mon père, mais c'était joyeux de le voir partir sur des films, le rejoindre le week-end sur des tournages, d'aller sur les films de Claude Chabrol par exemple, et puis après ça a été sur les films de Claude. Et bien sûr que c'est formidable de voir des gens qui adorent faire leur métier, qui sont des créateurs, des artistes, qui cherchent à transmettre, qui cherchent à rendre les gens heureux. En plus c'est un cinéma très joyeux. J'adorais en fin de chaque prise voir mon père éclater de rire et puis c'est joli je trouve de faire rire les gens. Je sais que les gens ont un souvenir très très agréable des films qu'ils ont tous vus de Claude, donc voilà, tout ça c'est une bulle on va dire de légèreté, oui. Est-ce que quelque part, le fait d'avoir vu cette passion pour votre père, qui peut-être n'a finalement pas travaillé un seul jour de sa vie en vivant de sa passion, vous a donné l'envie de faire et de créer ce métier ? Je me suis À dit votre que c'était manière. chouette de faire un métier qu'on aime. C'est ça. Voilà, pas spécialement que ce soit le théâtre ou le cinéma, mais se lever le matin et faire quelque chose qu'on adore, c'est pour moi un sens à sa vie absolument extraordinaire. C'est une chance incroyable qu'on se donne à soi-même. C'est une autorisation qu'on se donne. Et en cela, oui, ça m'a forcément guidée. J'ai l'impression que le mot sens est très très important pour vous. Oui, Hélène dans ma Zidi. vie, oui, Ouais. absolument. Je trouve qu'il n'y a aucun sens à mourir, donc autant donner du sens à ce qu'on vit. Sinon... Très belle phrase. Lola, dans votre cas, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez je pense que j'ai eu une enfance paradoxale. C'est-à-dire avec énormément de joie. Parce que c'est vrai, j'ai une famille très joyeuse, très drôle, et beaucoup de bonheur.
Et dans tout ce bonheur et dans toute cette joie, il y avait des profondeurs un peu plus complexes, parsemées parfois je pense, de grands chagrins et de beaucoup d'insécurité. Mais c'est aussi tout ce paradoxe qui je pense, qui m'a appris à créer un équilibre, parce que finalement, la vie est assez paradoxale en elle-même. Les êtres humains, on l'est aussi. On le porte, ça, avec nous. Donc voilà, je pense que c'était un peu le reflet de mon enfance. Ça fait de vous quel genre de petite fille? Quand j'étais petite fille, je crois que j'étais très solaire de ce que me raconte ma maman. Parce que c'est compliqué d'en avoir des souvenirs précis. Mais j'ai été très solaire. J'ai très vite aimé créer. J'ai très vite développé j'ai très vite été dans l'imaginaire, dans la création, dans l'envie de jouer, de danser, de chanter, d'écrire. J'ai très vite fait des spectacles, comme le font beaucoup d'enfants, mais moi, voilà, je le dirigeais, le spectacle. Voilà, j'étais pas... Attention, c'était très organisé. J'étais à la direction de ce spectacle. D'ailleurs, ma mère... Donc il y a la fibre de metteur en scène, de créatrice qui naît très vite. Oui, Est-ce que d'un point de vue artistique, si je puis me permettre, vous diriez que vous avez eu la même enfance ou la même influence artistique? Oh tiens, celle-ci, je m'y attendais pas. Je me suis jamais posé cette question. Non, je pense pas, non. Non, pas tout à fait, je pense. Pourquoi? Parce que forcément Lola a une maman qui a plusieurs casquettes dans le milieu artistique et un père aussi. Alors moi, ma mère ne l'était pas spécialement et de plus, moi, je suis la fille aînée donc d'un homme dont j'ai vu. En fait, je suis un peu gardienne de mémoire parce que j'ai vu vraiment la naissance de tout. La naissance de tout, ouais. Oui, vraiment de l'embryon jusqu'à ce qu'il soit devenu un réalisateur à succès. Alors que Lola, c'était déjà quelque chose qui... Ouais, mais toi, je t'ai vu éclore quand même. Oui, mais pas sur ton père Yves, à toi, mais je te déjà, parle. Ah oui, non, pas sur Yves. Voilà. Non, je parlais plus par rapport. J'ai vu cette éclosion artistique, professionnelle. Ça, je l'ai vu à travers ma mère. Voilà. En effet, pas mon père et ni mon grand-père. Est-ce que ce qui vous lie, c'est peut-être le fait d'avoir toujours su que vous vouliez faire ce métier? Moi, oui, c'est vrai que je pourrais dire même que le théâtre, quelque part, a sauvé ma vie. À l'âge de 15 ans, je suis rentrée au conservatoire de Nice et je suis rentrée ça a été une vocation pour moi, une respiration, le théâtre. Je ne pouvais même pas envisager ma vie autrement qu'en faisant du théâtre. Donc oui, ça a littéralement changé ma vie. Pour autant, vous ne vouliez pas forcément que votre fille fasse le même métier. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a aucune certitude de rien et que c'est extrêmement fragile. C'est des métiers où il faut avoir un mental d'enfer. Il faut vivre les échecs, les refus, les succès. Il faut se remettre en question. C'est très douloureux émotionnellement. Il faut tenir le choc. Donc oui, c'est pas. On se dit, on a toujours envie que nos enfants. Et c'est vrai que même si on est du métier, on a tendance à dire toujours cette phrase: ton bac d'abord, tes études d'abord, et après. Mais elle me l'a fait à l'envers. Parce qu'elle était très douée à l'école. Du coup, elle a passé son bac à même pas 18 ans. Et après, elle me dit, maintenant, je fais ce que je veux devenir comédienne. Ah! J'ai dit, mais c'est pas possible, tu peux faire des études secondaires, tu peux aller plus loin. Et elle n'a pas voulu. Donc, J'ai fait des études, je suis rentrée dans ton laboratoire de l'acteur. Je ne la lâche pas, vous avez bien compris, je la poursuis coûte que coûte. C'est ce que j'allais dire, vous la poursuivez coûte que coûte. Mais quelque part, vous dites quelque chose de très juste qui respecte cette parole de votre mère, finalement, parce que vous dites, et on le lit, mon rêve d'actrice m'a souvent mise à l'épreuve. Ah oui. Oh là là. Énormément. Ouais. Et en même temps, paradoxalement, toujours ce mot important. Vous savez, j'aurais pu vous dire paradoxal. Oui, on l'a noté, vous inquiétez pas. Paradoxalement, il m'a énormément mis à l'épreuve, mais il est toujours venu me retendre la main. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment hallucinée. Je crois beaucoup... j'ai la foi, je suis pas spécialement... j'ai pas d'appartenance spécifique à une religion, mais j'ai sincèrement la foi. Et à chaque fois que je me suis mise à douter très très fort, que j'ai eu envie de baisser les bras, j'ai prié.
Et j'ai posé des questions que j'ai envoyées comme ça dans l'univers. Et à chaque fois, j'ai dit, mais voilà, dites-moi, est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce qu'il faut que j'abandonne? Et à chaque fois, une proposition arrivait. Et quelque chose de bien, quelque chose que j'avais pas envie de refuser. Et c'est là où je me suis dit, c'est incroyable à quel point, finalement, mon rêve ne me lâche pas. Et souvent, on se sent abandonné par nos rêves. Et non, je crois pas. Je crois que c'est nous, parfois, qui voyons pas, qui sont là, quoi. Lola, j'ai un petit frisson en vous regardant parce que j'observe deux choses sur votre visage, sur votre corps. D'une part, je regarde un collier où il y a une croix, mais je vois sur votre oreille une main de Fatma. Ah oui. Ah, c'est mes gris-gris. Ouais, pourquoi? Alors, pourquoi? J'ai toujours ma main de Fatma. Je crois qu'elle est je sais plus de quel côté elle est. À droite. Parce que j'ai l'impression que ça je la trouvais belle et j'ai l'impression que ça me porte chance. Et c'est une amie à moi qui m'a offert cette croix qui, elle, est corse. Qui est très belle d'ailleurs. Elle est corse, elle me l'a offert pour mon anniversaire. Et je change parfois, j'ai la médaille de la chapelle miraculeuse. Ça change. Mais et, vous voyez, je pourrais très bien porter autre chose Une Magen David, vous y avez pensé? Bah non, parce qu'on m'en a jamais offert. Mais il y a des origines dans votre famille, d'origine juive? Alors, si on a des origines... elles sont pas dites. Elles sont pas dites. Parce qu'on m'a souvent demandé, est-ce que Claude Zidi est juif? Et je ne suis pas capable de répondre. Mais alors, nous, on nous a souvent affirmé qu'il l'était par des gens qui ne sont pas de la famille. Moi, je sais que je me rappelle un jour, je suis montée dans un taxi et le monsieur, super sympa, parce qu'il y a des années, il me dit, ça vous dérange si on s'arrête et d'aller me chercher dans un kiosque? Et c'est un magazine de confession juive. Je connais pas du tout, du coup. Et je lui dis, bah oui, il n'y a pas de souci, je vous rends service. Et il me dit, non, parce qu'entre nous, on peut se rendre service. Et je regarde, je dis, entre nous, comment? Entre nous, êtres humains? Il me dit, bah non, vous êtes juive. Je dis, bah non, je crois pas, mais si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il me dit, mais c'est Zidi, la commande, vous êtes relié à Claude Zidi? Je dis, oui. Il me dit, mais il est juif, madame. Il y en a qui me disent que oui, peut-être vous savez mieux que nous, Hélène. Non, en fait, pas du tout du côté de mon père. Mais si il doit y avoir quelque chose, c'est du côté de maman, qui s'appelle Ruby, R-U-B-Y, et on se demande si c'est pas un diminutif, évidemment, de Rubinstein. Très bien. Mais écoutez, voilà, ça répond aux questions qu'on m'a posées toute la journée, de comment c'est une chose faite. Je voudrais parler de votre formation, parce qu'on l'évoquait il y a un instant. Hélène, vous avez commencé, vous venez nous le dire, par un métier de comédienne, d'abord au Conservatoire de Nice et à l'Actors Studio de New York, avant de devenir comédienne, au cinéma, dans une dizaine de films, dans une dizaine de pièces de théâtre également, de la mise en scène aussi. Vous avez été directrice de casting, vous avez créé le laboratoire de l'acteur qui vous a permis de découvrir l'acteur Tahar Rahim, mais peut-être aussi votre fille, j'ai envie de dire. Quel souvenir vous avez de cela, Lola, et peut-être vous aussi, Hélène, bien sûr? Oh bah ça a été une super aventure. Je m'en souviendrai toute ma vie quand Tahar est arrivé au labo. Moi, j'étais là 1 an avant. Et je cherchais un partenaire pour jouer une scène, un extrait du film Les Jolies Choses. Et Hélène, elle me dit, pour vous dire à quel point elle a du pif, hein, elle me dit, va voir le petit mec là qui est dans le cours de l'après-midi, il s'appelle Tahar, tu vas voir, ça va devenir une star. Waouh. Je la regarde, je dis ok. Bon, du coup, on a beaucoup travaillé ensemble avec Tahar quand on était au labo. Et suite à ça, Dominique Besnéard nous avait vus aux auditions de fin d'année du laboratoire de l'acteur et il avait suggéré, soufflé dans l'oreille d'Hélène, il faudrait vraiment que tu montes Libre sont les papillons avec Tahar et Lola. Et c'est ce qu'Hélène a fait. Et du coup, elle est remontée sur scène aussi avec nous et c'était trop chouette. Elle jouait la mère de Tahar. Et on a quand même joué 6 mois à Paris. Plusieurs jours, pas mal de soirs par semaine. On a vécu une super aventure. Tahar est parti tourner le Audiard. Et un autre acteur, Antoine, a pris le relais. On a joué 4 ans. Libres sont les papillons. Moi, j'en garde un super souvenir de toute cette période. Enfin, après, ce qui est assez génial, c'est que moi, je suis toujours hallucinée à chaque fois que les Césars, la cérémonie des Césars arrive ou le Festival de Cannes, parce que tu dis, mais c'est quand même hallucinant. Tu n'arrêtes pas de former des gens qui, là, Tahar a eu 2 Césars d'un coup. Raphaël Quenard a remporté le César du meilleur espoir, pas cette année, mais l'année d'avant. Et Karim Leclou qui remporte le César du meilleur acteur cette année. Donc, et tout ça, c'est des personnes qu'Hélène a formées et en tout cas à qui elle a transmis et qui ont su en faire quelque chose. Et je trouve ça trop chouette. Je suis très admirative de ça. Quel est le meilleur conseil que Hélène, votre mère, vous ait donné? Elle m'en donne beaucoup. Hein. Le meilleur conseil qu'elle m'ait donné, ah bah tiens, je crois que c'est celui-ci. Ça a été, elle m'a toujours éduquée depuis le début, que ça soit en tant que coach ou en tant que maman, qu'on dit bonjour à tout le monde
et qu'on traite les gens de la même façon, peu importe le statut qu'ils ont, le métier qu'ils font, et que quand on arrive sur un plateau de télévision, de cinéma ou de théâtre, qu'on vient travailler, qu'on dit bonjour, on retient les prénoms, et que c'était très important d'avoir cet égard, et c'est plus que de la politesse, cet égard envers les gens. Et peut-être aussi, tant que c'est pas fait, tu dis rien. Tant que c'est pas signé, tu dis rien. Ah oui, ça, mon Dieu, oui, ça, oui, bien sûr. Et même quand c'est fait, c'est jamais, tu vois, de jamais se croire arrivé, quoi. Hélène Zidi, quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné à vous? J'ai pas de. En fait, j'ai pas été élevée par quelqu'un qui, par exemple, Claude ne donne pas de conseils. Il nous laisse faire nos propres expériences et il observe. Donc, non, je me souviens pas qu'on m'ait donné de conseils. Je me suis forgé ma propre philosophie. Et c'est très toute bien, seule. justement, de cette observation, alors. Qu'avez-vous déduit À quel niveau? Au niveau de la ce formation, métier, de la transmission de ce métier, de cette formation, de Je l'observation? me permets de rebondir parce que dans Anatomie d'une actrice qu'on va jouer, il y a une scène où Hélène incarne un professeur de conservatoire. Et pour l'écrire, on s'est beaucoup inspiré d'une femme qui a compté dans ta vie d'actrice, qui s'appelle Madame Chanet. Et je me dis, peut-être pas de tes parents, mais est-ce que tu avais reçu des conseils, par exemple, de Madame Chanet qui t'avait marqué? Mon professeur d'art dramatique qui m'a vraiment effectivement marqué, elle était extrêmement dure. Hein. J'ai eu un coach difficile et en même temps, je la remercierai jamais assez parce que, par exemple, si je bougeais sur scène, en tant que jeune actrice, on ne sait pas où on va, ce qu'on fait. Et elle me disait, mais pourquoi tu bouges? Je sais pas. Elle me dit, bah, quand tu sauras, tu bougeras. Et en fait, je repartais avec cette phrase dans la tête, quand tu sauras, tu bougeras. Et en fait, on peut se l'adapter à pas mal de choses. Quand tu sauras, tu feras. C'est-à-dire qu'il y a une philosophie du lien quelque part. C'est de savoir pourquoi on fait les choses, quel artiste on a envie de devenir dans la vie, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme message, qu'est-ce qu'on raconte, par exemple, à travers les rôles qu'on joue, qu'est-ce qu'on a envie de mettre derrière les mots de l'auteur. Quels sont les messages en tant qu'être humain qu'on a envie de faire passer? Voilà. Et ça, je dois dire que quand je coach, je leur demande toujours quels sont les artistes qu'ils ont envie de devenir. Parce que il y a 1000 manières de devenir acteur, 1000 manières de devenir metteur en scène. Avec qui on a envie de tourner? Est-ce qu'on a envie d'être à la télé? Et sans jugement, est-ce qu'on a envie de viser le grand écran? Est-ce que, voilà, c'est qui on a envie de devenir dans cette vie? Et je pense que c'est très important pour avancer. On sent encore une fois cette question de sens très importante pour vous, Hélène Oui, Zidi. parce que l'action va mener sur l'objectif. Donc, autant savoir très très fort quel objectif on vise pour pas se perdre. Les artistes perdent souvent. Parce que par dispersion souvent, et parce que les artistes sont souvent très doués pour plein de choses. Et quand on est doué pour plein de choses, on a l'impression que c'est formidable, mais pas tant que ça. Parce qu'on ne creuse jamais rien à fond. Et moi, je les invite à creuser un chemin. Est-ce que vous diriez aussi que les acteurs, les actrices en devenir font aussi le choix de ce métier pour parfois les mauvaises raisons? Oui, bien sûr, et de plus en plus, malheureusement. Oui. Oui, bien sûr. Quand je vois arriver des acteurs au laboratoire de l'acteur qui me disent, j'en dis, mais pourquoi tu veux faire ce métier? Oh, bah moi, c'est acteur ou footballeur. Ou je veux être connue? Ou je veux être connu. Et là, je dis au revoir. C'est pas de Après, chez moi qu'il faut venir. Après Camille contre Claudel, vous serez donc de nouveau réunis sur scène dans Anatomie d'une actrice au Théâtre du Roi René à Avignon, que vous avez fondé, je crois, Hélène. Vous serez dans la catégorie théâtre contemporain, puisque j'ai eu le programme ce matin, donc je le dis. Vous jouerez à Paris au mois d'octobre. Tout d'abord, pourquoi il était important pour vous de rejouer ensemble? Parce qu'on adore jouer ensemble. Ça donne beaucoup de sens à nos vies respectives, à notre histoire, à notre lien, que je trouve... moi, pour ma part, je trouve qu'Hélène est une actrice extraordinaire et une metteur en scène de grand talent. Et c'est une très grande directrice d'acteurs et d'actrices. Elle a fait ses preuves. Moi, c'est ma mère, mais c'est aussi c'est la personne qui m'a formée. J'étais au laboratoire de l'acteur.
c'est mon mentor aussi. Donc là, ce qui était vraiment génial dans cette aventure, c'était de revenir, mais la proposition d'Hélène, c'était qu'on écrive ensemble, qu'on mette en scène ensemble, qu'on fasse vraiment un spectacle à 4 mains, à 2 cœurs, à 2 cerveaux, à 2 mémoires, à 2 histoires. Donc forcément 2 perceptions, 2 visions. Et c'est un spectacle à travers lequel mon espoir m'indiquait que c'était aussi grandir. Donc je trouvais ça super intéressant. Et accessoirement aussi, on a fait un succès pendant 4 ans avec Camille contre Claudel. Donc forcément, pourquoi c'est en privé ? Pourquoi ça donne envie quand les gens, on les croise à Avignon, ils nous disent quand est-ce que vous revenez, quand est-ce qu'on vous revoit. Et c'est vrai que c'est super fort ce qu'on vit sur scène et avec le public. Et moi, en tout cas, pour ma part, j'avais envie de ça. Anatomie d'une actrice, c'est une création que vous avez donc écrite et mise en scène ensemble. Vous êtes dans le rôle de Suzanne et Juliette. Avant de décortiquer, on va écouter la bande-annonce. Sur cette scène où tout est illusion, il nous faut bien quelques certitudes. Pourquoi t'as voulu devenir actrice ? J'avais besoin d'amour, alors pour sauver ma peau, je me suis glissée dans celle des autres. Tu t'es déjà demandé qui tu es si tu n'es pas ce que tu crois ? Mais il n'y a que ce que l'on croit qui compte. La vérité n'existe pas. Comment tu peux être aussi lucide et aussi insensée ? Mais je ne suis pas folle, je suis actrice. Tu peux bien dire les plus beaux textes du monde. C'est la partie silencieuse que j'entends. La vraie vie ne m'intéresse pas. Ou peut-être est celle qui ne s'intéresse plus à moi. Allez, viens, rejoins-moi et joue avec moi. Mais qui es-tu ? Toi, Suzanne. Je suis une mouette. Voilà une bande-annonce digne d'un film, j'ai envie de dire. On va décortiquer ensemble dans un instant. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec Hélène et Lola Zidi, mère et fille, de nouveau réunies sur scène pour cette pièce Anatomie d'une actrice qui se jouera bientôt à Avignon et à Paris à la rentrée. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec la chronique théâtre de David Schweger, l'édito de Madar et le portrait de nos invités. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le Mag. Avec mes invités et chroniqueurs, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge, au Moyen-Orient, mais pas seulement. Géopolitique le Mag, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. L'armée israélienne a ciblé dans la matinée un hôpital à Gaza City, l'hôpital Al-Mamadani. Selon Tsahal, un terroriste du djihad islamique opérait dans un complexe de commandement établi dans la cour de l'établissement médical. Pour Berlin, la reconnaissance d'un État palestinien serait un mauvais signal. Déclaration cet après-midi du chef de la diplomatie allemande. Ce processus doit être mené à bien dans le cadre de négociations entre Israël et les Palestiniens avant que nous puissions reconnaître un État palestinien, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en présence de son homologue israélien Gideon Sa'ar. À ce sujet, le Conseil représentatif des institutions juives de France exhorte Emmanuel Macron à ne pas reconnaître l'État palestinien alors qu'une conférence de l'ONU doit aborder le sujet dans une dizaine de jours. Reconnaître un État palestinien aujourd'hui de manière unilatérale et sans aucune garantie, ce serait récompenser le Hamas et condamner la paix, affirme le CRIF dans un communiqué.
L'individu suspecté d'avoir tué un Tunisien samedi dans le Var a reconnu les faits en garde à vue. Il conteste néanmoins toute motivation raciste, lui qui a été présenté à un juge antiterroriste dans la journée. Le parquet national antiterroriste annonce avoir requis sa mise en examen. Les députés ont adopté ce matin une résolution symbolique pour réclamer l'abrogation du report de l'âge de départ à 64 ans. L'occasion de manifestations et de grèves contre la réforme des retraites partout en France aujourd'hui. Un mot de sport enfin avec du tennis. Révélation hier en quart de finale de Roland-Garros. La Française Loïs Boisson a rendez-vous avec l'histoire cet après-midi. Elle jouera sa place en finale face à l'Américaine Coco Gauff, tête de série numéro 2. Une rencontre à suivre à partir de 16h30. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Hélène et Lola Zidi sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou sur mon infertilité, à travers les nombreuses suives que j'ai dû endurer pour avoir ma fille. Parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA, aux éditions David Reynarc. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre et de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mes invités aujourd'hui, Hélène et Lola Zidi, pour leur pièce de théâtre Anatomie d'une actrice à Avignon dans quelques jours, quelques semaines et à Paris à la rentrée. Forcément, j'ai passé le teaser de cette pièce, mais comme je ne peux pas la voir pour l'instant, difficile pour moi de la raconter, même si les pistes sont là. Pour nos auditeurs, de quoi parle ce spectacle, Hélène Zidi? Ou Lola d'ailleurs. Allez, vas-y, Maman, vas-y. Maman, je t'en prie. C'est l'histoire de Suzanne, qui est une actrice de théâtre très reconnue et qui a énormément de présence, de charisme, de caractère, qui va se retrouver confrontée avec elle-même, avec sa mémoire, avec ses textes, des textes qu'elle a interprétés toute sa vie, avec elle-même. Et ça va être un jeu de miroir entre elle et Juliette. Alors, la difficulté, c'est de ne pas spolier totalement l'histoire. Mais effectivement, c'est une pièce sur la transmission, c'est une pièce sur l'instrument de l'acteur et une pièce sur la mémoire et sur la famille. Alors quand vous dites sur la mémoire, il y a deux sens, la mémoire. La première, c'est les mémoires dans la famille, transgénérationnelles, les mémoires de la transmission, mais aussi la mémoire avec une maladie très importante qui est celle d'Alzheimer. Est-ce que j'ai bon d'une manière ou d'une autre ? Alors là, je vais laisser parler Lola. Qui a la lourde tâche de répondre à cette question la pas tâche évidente. n'est pas facile. En fait, pour tout vous dire, c'est toujours très délicat quand on se retrouve en interview parce que à la fois le spectacle a été construit pour qu'en fait ça soit une révélation dans le spectacle. Après, ce qui est compliqué, et je comprends très bien, c'est que ça intéresse aussi du coup qu'on vienne en parler. Oui, parce que c'est une maladie qui résonne énormément. Et en même temps, on a fini par se dire avec Hélène, on s'est dit oui, d'accord, on l'a construit pour qu'il y ait cette révélation dans le spectacle, mais je pense qu'on peut aussi regarder le spectacle en connaissant déjà la révélation. Oui. Donc oui, la mémoire est vraiment un personnage à part entière en fait dans la pièce. On peut le dire. Peut-être un troisième personnage entre vous. Oui, complètement, qui nous sépare. Très bien. Et à la fois qui nous lie. Donc oui, il y a cette mémoire malade en fait. Et oui, parce que il y a une phrase dans le teaser qu'on entend et qui est « Comment tu peux être aussi lucide et aussi insensé ?» Donc forcément, on se doute bien de ce qu'il en est. Un spectacle qui explore cette mémoire, l'héritage, l'amour inconditionnel. C'est une pièce où le théâtre devient le dernier refuge contre l'oubli, c'est ce qui est dit aussi. Comment vous est venue cette idée et est-ce que l'idée tient... est-ce que tout le sel de cette histoire tient aussi dans le vrai ?
Alors non, Hélène n'a pas Alzheimer, ni moi. Voilà. Pas Je tiens tout forcément, de suite à rassurer. pas forcément de façon personnelle, mais peut-être indirecte aussi. Non, de votre entourage. on n'a aucune 6 personne mois, oui, autour dans de ma nous. famille, Toi, mais de ton du côté de mon père, ma grand-mère, la mère de mon père avait quand même, je pense oui, elle avait Alzheimer, mais c'est pas tant ça. C'est plus que c'était, je trouve que la mémoire, et Hélène et moi, on pense que la mémoire, l'oubli, ce qui reste ou ce qui ne reste pas, même ce que peut faire notre mémoire, Bien sûr. même quand elle n'est pas atteinte de cette terrible maladie qu'est Alzheimer, c'est quand même assez hallucinant. Ce qu'on peut oublier pour se protéger, La mémoire sélective. la mémoire sélective, comment on a entraîné aussi notre mémoire. Qu'est-ce qu'on lui a appris à retenir? Est-ce qu'on lui a appris à retenir les bons événements? Est-ce qu'on lui a appris à retenir les mots blessants? Vous voyez ce que je veux dire? Et dans la mémoire, il y a aussi l'héritage émotionnel, familial. Il y a aussi les blessures qu'on va porter en nous, des mémoires de nos ancêtres, des gens qui ont fait partie de notre lignée. Donc, au-delà de cet aspect de la maladie qui, bien sûr, est quand même assez hallucinante. C'est quand même vraiment une maladie. Ouais. On en a eu autour de nous, de par nos amis, des parents de nos Oui, bien amis. sûr. Et c'est une maladie terrible et à la fois complètement fascinante parce que elle peut amener beaucoup d'humour aussi, beaucoup de tendresse, beaucoup de tristesse, beaucoup de désarroi. Moi, personnellement, ce que je trouvais très intéressant, c'était de cette femme où son outil de travail, c'est sa mémoire. Apprendre des textes, apprendre des histoires, apprendre des personnages. Tout d'un coup, sa mémoire est défectueuse et malade. Et ce que je trouvais aussi intéressant pour Juliette, c'était d'aller travailler et mettre en lumière. Moi, je ne le vis pas, mais je pense que c'est absolument déroutant, perturbant, et d'avoir un parent qui nous a oubliés. De ne plus, tout d'un coup, ne plus être l'enfant de notre parent, alors que normalement, s'il y a bien quelque chose qu'on est toute notre vie, c'est ça. C'est exactement Alors qu'il est vivant. la question que j'allais vous poser. J'allais vous dire, là, vous êtes mère et fille aussi à la scène. Ouais. C'est important de le signaler pour nos auditeurs. On est dans une mise en scène, une loge de théâtre avec deux femmes qui se font face. Vous parlez de transmission, d'héritage, de rivalité et de mémoire. Est-ce que sur scène, les rôles se confondent aussi dans le sens où est-ce que la mère devient la fille? Et peut-être inversement à certains moments. Oui, bien sûr. Mm. Bien sûr, On il y a le- des on l'entend un régressions petit peu. mentales Mm. très très fortes qui peuvent être drôles, qui peuvent être émouvantes. Non, mais il y a vraiment des flashbacks où tout d'un coup, moi, je prends la place de Suzanne. Suzanne prend la place de sa Ouais. propre mère. Voilà. En fait, il y a un vrai. Il y a comme une analyse transactionnelle, vous voyez ce que je veux dire? C'est très bien vendu dans la bande-annonce en tout cas, parce Ouais. que c'est tout à fait palpable et ça se sent. Et voilà, j'étais sûre qu'on irait Ouais. sur cette voie ensemble. Comment vous avez travaillé l'écriture toutes les deux? Et est-ce que peut-être la même question vient ici? Est-ce que, pour le coup, vous qui avez été coachée par votre mère Hélène, à un moment donné, vous avez dit, bon, moi je vais prendre cette place à un moment donné dans le jeu d'écriture peut-être aussi? Hélène m'a laissé beaucoup de place. J'ai laissé beaucoup Et de je place l'en parce remercie. que Lola a beaucoup de talent. Elle écrit déjà, elle est romancière. Et oui, elle a vraiment guidé. la pièce. Franchement, c'était assez génial parce que c'était. Moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, qui fait beaucoup de gras, comme me disent mes éditrices à chaque fois. Et donc, on avait beaucoup discuté, on avait beaucoup posé ce qu'on avait envie de raconter, vers quoi on avait envie d'aller. Et Hélène m'avait donné plein de pistes, d'indices aussi qui lui tenaient à cœur. Et puis à un moment, elle m'a dit, vas-y, écris s'il te plaît. Et après, on va aller dedans ensemble. Et du coup, ce que j'ai fait, elle m'avait donné une base qui lui appartenait. J'ai écrit, après j'ai proposé. Après, on est allé remettre nos mains ensemble. Et ça a été vraiment ce travail à deux. C'est pas facile de travailler à deux parce qu'il faut savoir se laisser de la place pour laisser l'autre aussi pouvoir s'exprimer, mais aussi que la personne puisse trouver sa place aussi. Mais j'ai trouvé qu'on avait trouvé un super, Oui, c'était une un valse. super équilibre Un super là-dedans. Une équilibre. jolie valse. Anatomie d'une actrice, ça se jouera donc à Paris au mois d'octobre, cet été au Théâtre du Roi René à Avignon, du 5 au 26 juillet à 11h55. Il y aura quelques jours de relâche. Vous étiez, je crois, en avril-mai dernier en résidence là-bas pour donner corps à ce texte. On y Vous repart avez, lundi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mardi, devant une batterie de journalistes, est-ce que vous appréhendez? Est-ce que vous avez hâte de vous retrouver sur scène enfin?
Aïe, aïe, aïe. C'est un doux mélange et je crois que c'est pour ça qu'on aime faire ce métier. C'est que parfois on se dit, mais pourquoi j'ai voulu faire ça? J'ai juste envie, ah là là, quelle horreur. Que tu le dis d'ailleurs dans la pièce. Mais pourquoi j'ai voulu faire ce métier? Pourquoi j'ai voulu faire ce métier? C'est pas possible. Et donc il y a cette peur intense et en même temps cette envie d'offrir ce spectacle. Et donc on passe d'émotions à d'autres d'une manière tellement forte que oui, là, je peux dire qu'on se sent vivant. Hein. Ça donne très envie, en tout cas, sincèrement, de découvrir votre pièce. J'avais quelques autres petites questions pour aller encore plus loin dans tout ce qu'on vient de se dire. Lola, je me tourne vers vous parce que vous êtes actrice, coach, mais aussi romancière. On vient de l'évoquer avec Hélène il y a un instant. Vous avez écrit un livre très personnel sur votre histoire de famille avec votre sœur retrouvée, indirectement peut-être aussi sur votre histoire à toutes les deux. Ce livre intitulé Princesse autonome chez Fayard, il a retenu toute mon attention. Attention, et dans un contexte un peu différent, mais qui se vaut peut-être à tous les sujets, vous écrivez cette phrase. La légitimité n'est pas liée uniquement à nos parents ou à une reconnaissance administrative. On peut se sentir illégitime pour bien des raisons. On pense encore que c'est aux autres de nous accorder une place. J'ai trouvé ça très fort parce que finalement, ce que vous voulez dire, c'est peut-être que c'est à nous de la prendre à tous les niveaux, cette place. Ouais. Je pense vraiment que... Alors bien sûr, on ne va pas se mentir, si on a des parents qui nous donnent des autorisations très fortes en tant qu'enfant, bien sûr que tu as le droit d'aimer, bien sûr que tu as le droit d'écrire, de crier, de dessiner, Bon bref, si tu as le droit d'être ce que tu as envie d'être et de faire ce que tu as envie de faire, c'est sûr que ça aide. Mais je pense sincèrement que les plus grandes des autorisations, quand je dis autorisation, ça entraîne la légitimité, c'est celle qu'on va s'accorder soi-même. Bon, malheureusement, j'ai toujours des exemples que je juge un peu désastreux justement pour prouver. Moi, il y a des gens que je ne trouve absolument pas légitimes, des personnes très publiques, des hommes politiques qui sont présidents, par exemple, moi, je ne les trouve absolument pas légitimes à diriger les pays qu'ils dirigent, et pourtant, ça ne les empêche pas de les diriger. Donc, c'est pas ce que je pense moi qui compte. Et c'est pas parfois même ce que pensent des millions de personnes qui comptent. C'est ce que la personne pense qu'il est capable de faire et la légitimité qu'il sait accorder lui-même, qui fait que ça va aller résonner avec certaines autres personnes. Je vous pose cette question parce que quand on est acteur, quand on est actrice, on est très souvent soumis au désir de l'autre. Ah oui. Et est-ce que cette pièce, finalement, c'était aussi un moyen de vous émanciper des auteurs, des metteurs en scène, pour créer vous-même? Parce qu'on peut dire aussi que la plume des femmes au théâtre, je la trouve assez rarissime. Je trouve que oui, je trouve que votre remarque est juste. La place des femmes, d'ailleurs, on est là, on essaye, mais c'est quand même quelque chose. Bien sûr, c'est aussi un vrai geste. C'est un geste de liberté. Complètement. C'est un geste. Claude, mon grand-père, on l'a vu il y a 2 semaines. Il m'a dit un truc qui a vachement résonné. On a déjeuné ensemble avec ma petite sœur aussi et ma mère. Et il nous a dit, mais moi, je n'avais qu'une envie dans ma vie, en fait, c'était d'être libre. Et il me dit, j'ai tout fait pour ça, en fait. Et moi aussi. Est-ce qu'il est fier de vous? C'est pas un expansif, mais on le pense. Oui, c'est quelqu'un de très discret, très pudique. J'imagine que oui, on me dit que oui. Donc j'ai envie d'y croire. Mais... Oui, je pense qu'il l'est. Mais c'est quelqu'un de très discret, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de pudeur. Oui, voilà. On vient longuement de parler théâtre, et bien on vous y emmène tout droit pour une pièce qui devrait vous rappeler beaucoup de souvenirs. Au théâtre. Bonjour David Schweger. Bonjour Cyrielle et bonjour Hélène et Lola. Bonjour. Voilà, j'ai le droit d'ouvrir mon papier. En guise de chronique théâtre aujourd'hui, un billet qui se veut un hommage à un spectacle qui a marqué le Festival d'Avignon Off, où il a été créé et a remporté un énorme succès. Je veux parler bien sûr de votre premier spectacle ensemble, Camille contre Claudel. Vous le savez, Cyrielle, chaque année, ayant la chance de loger à l'intérieur des remparts de la Cité des Papes, je parcours Avignon depuis la rue des Tanneurs jusqu'à la place des Corsins en buvant des pâques à l'eau et de l'avenue de la République à la place du Palais des Papes. Et en cette année 2016, un spectacle parmi quelques autres se transmettait à la mot de passe parmi les festivaliers et autres critiques de l'art qui écumaient le festival. Un spectacle de la fille et de la petite fille de Zidi se jouant au Théâtre du Roi René. Tiens. Une manière d'hommage à une Camille Claudel au bord de la mort et se remémorant ses souvenirs d'artiste et d'amante d'Auguste Rodin. Je me rappelle comme si c'était hier d'un excellent bord de plateau où Hélène témoignait de son parcours de recherche sur Camille, puisqu'il y a eu beaucoup de recherches derrière ce spectacle, de ses visites à Montfavet, qui n'était pas très loin, dans le Vaucluse, où l'artiste a été interné, de ses recherches bibliographiques, ce qui donne à ce spectacle une épaisseur singulière de témoignages documentés.
Alors forcément, on a envie d'en savoir plus, David. Eh bien, Hélène Zidi a eu la bonne idée de jouer sur sa ressemblance indéniable avec Lola pour proposer la confrontation de Camille Claudel à elle-même, incarnant pour sa part une artiste vieillissante au bord de la fin et se confrontant à la jeune sculptrice amante éplorée de Rodin qu'elle fut jadis et qui est incarnée par Lola. Ainsi, Camille Claudel se dédouble, l'une à 20 ans, avec tous ses espoirs, sa fraîcheur, son insouciance, sa fougue, sa passion. L'autre à 79 ans, à l'aube de la mort, avec l'expérience et le recul sur son existence. Elle s'aime, se déteste, s'admire et se confronte dans un dialogue intense et profond sur l'amour, l'art, la solitude, la création, les peurs et les regrets. Le chemin parcouru, l'une vieillissant, l'autre rajeunissant au fil du récit, dessine les contours de cet artiste passionné, avant-gardiste et révolutionnaire dans la société de l'époque, le monde des hommes et celui de l'art. Les mots d'Hélène Zidi habillent avec subtilité et précision Camille Claudel aux différents âges de la vie. Jeune, elle est entourée de bonheur et d'amour. À l'âge mûr, Camille est nourrie de désillusions, d'un amour trahi. Vieille femme, elle ressemble à un album de souvenirs couleur sépia. La narration fleure les émotions romantiques comme les exprimait Georges Sand. Des ondes de poésie rimant avec les petits plaisirs simples de la vie ressemblent davantage à Colette et des ombres peuplées de turbulences intérieures donnent à ce spectacle parfois des accents de la plume de Françoise Sagan. Un mot sur la mise en scène, David. Oui, car je me rappelle qu'elle fut très remarquée des Avignons. Il y a une beauté un peu muséale de cette scénographie, la scène exposant en clair-obscur notamment les sculptures de Camille autour d'elle. On découvre parfois l'artiste en plein travail sur un buste ou une danseuse. Parfois on découvre la vieille Camille entourée de ses sculptures dans son asile de Montfavet, comme cerclée par autant de souvenirs d'un passé révolu dont elle a la nostalgie. Ajoutons qu'Hélène Zidi a touché juste dans son intuition, à la fois familiale et artistique, leur ressemblance troublante, aussi bien que la justesse émotionnelle de leur jeu, comme de leur complicité artistique, autorise ce troublant dialogue de l'artiste avec elle-même et la confrontation d'une Camille avec une autre, à moins qu'obscurément ce ne soit aussi celle d'une Zidi avec une autre. En conclusion, regard. Je recommanderais à nos auditeurs de prêter l'oreille en cas de retour de ce spectacle sur la scène parisienne, comme ce fut le cas au théâtre Le Pic, je crois en 2019-2020. Meilleur théâtre. L'occasion de redécouvrir le duo Hélène-Lola au service de la redécouverte de cette figure majeure et persécutée de l'art au féminin, dont elles dressent, à l'aide de leur complicité et de leur art, un portrait saisissant et sensible. Waouh! Merci infiniment. Très touchant d'écouter ces mots. Ouais, vous avez fait replonger dans plein de souvenirs. Oh là là, je suis repartie très très loin là. On vous ramène avec nous. Merci mille fois à David Schweger. Allez, tout de suite, c'est l'édito de Madar. Le billet du jour. Et on retrouve Samuel Madar, plus connu sous le nom de l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. Samuel, vous êtes en ce moment même à bord de la flottille en direction de Gaza. Radio Flottille Madeleine, bonjour! Radio Flottille Madeleine, bonjour! Eh bien bonjour, il fait une journée splendide, l'eau est à 130 degrés, bienvenue à bord de cette croisière en direction de Gaza. Enfin peut-être, on sait pas où on va aller. Aujourd'hui un programme exceptionnel, alors accrochez vos kéfiers, tartinez-vous de monoeil et sortez vos plus beaux hashtags, car ici on milite avec nos selfies. Allez, on commence à 10h avec notre géo-chef du village, Rima Hassan, autour d'un atelier Fake News and Feel Good. Objectif, faire 1 million de vues sans jamais parler des otages et toujours avec le sourire. C'est ça, la diplomatie lifestyle. Ouh là là, je vois un drone passer au-dessus de nos têtes ou une caméra d'Al Jazeera, je sais pas trop, allumer les fusées d'alerte. Non, c'était une mouette. Allez, on continue le programme. À midi, venez manger en compagnie de votre géo-suédoise, Greta Thunberg. Un déjeuner vegan bio-décolonial vous sera servi. Vous y écouterez son discours sur toutes les luttes, sauf celle contre le totalitarisme islamiste. Faut pas déconner non plus, on n'est pas là pour se couper l'appétit. À 13h, ne loupez pas la masterclass Jouer l'indignation avec votre géo irlandais, Liam Cunningham. L'acteur de Game of Thrones vous apprendra à pleurer avec la bonne dose d'ambiguïté sans jamais mentionner le Hamas. Sacré Liam. À 14h, c'est l'instant musique Sharia and Chill avec notre superbe géo brésilien, mesdemoiselles, Thiago Avila, latino. Parce que dans chaque révolution, il faut un mec avec une guitare. Venez chanter avec lui son dernier titre en hommage à Hassan Nasrallah, l'ancien leader du Hezbollah, sur un air de
Bossa Nova. Et enfin, à 16h, excursion, surprise. S'il vous plaît, ne posez pas de questions sur le financement de la flottille, mais amusez-vous durant notre activité Cache ton Qatar. Le concept est simple, celui qui retrouve les virements douteux repartira avec un kéfier tissé à la main par une stagiaire d'Amnesty International. Bande de chanceux. Pour conclure, l'excursion se terminera par un débat sur le thème « Peut-on faire du militantisme sans Wi-Fi, sans story et sans tweet ?» Spoiler, non. Allez, c'est le moment pour moi de vous laisser. Je veux tout le monde sur le ponton pour les Crazy Signs pour la chorégraphie de Free Palestine. Merci à tous d'avoir choisi notre croisière de l'indignation de luxe, la seule traversée au monde où la souffrance est triée sur casting et la morale se mesure à l'engagement de vos followers. Ici, on ne défend pas des causes, on vend des images. À vous, les studios. Et merci beaucoup Samuel Madar, on a bien compris le message. Merci pour ce très bon second degré et à la semaine prochaine sur Radio J. L'introspection. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire cela maintenant avec quelques phrases pour recueillir votre sentiment, une pensée ou au mieux une anecdote personnelle. La première, on peut être à la fois la baguette et la fée. Ouais. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est nous... je pense qu'on a le pouvoir et la capacité, si on en prend conscience, de créer notre histoire, notre vie et de préférence notre conte de fées. Je pense que c'est pas les autres qui... Ça dépend pas des autres. Voilà. Il n'est jamais trop tard, mais en revanche, il est parfois trop tôt. C'est vous qui dites. Ouais, je sais. Je sais ce que j'écris. Il y a une autre phrase Oui, je le pense très fort. qui vous réunit peut-être. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est d'Antoine de Saint-Exupéry. Et ce sera la dernière pour terminer. Est-ce qu'elle vous parle ? Est-ce qu'elle vous a porté dans votre vie ? Moi, elle me parle énormément, énormément. bien sûr, j'en suis absolument persuadée. Il faut se projeter dans des envies très fortes, se donner les moyens et en faire une réalité. Ouais. Bien sûr, mais pas rester dans le fantasme. Après, j'ai vraiment, je tiens à le souligner, j'ai eu une chance énorme. Je suis née dans des familles où on a le droit au rêve. On a le droit à rêver parce qu'eux-mêmes avaient réalisé leurs rêves. Et ça, par exemple, c'est quelque chose d'énorme parce qu'il y a énormément de gens qui ne s'y autorisent même pas. Ils sont même pas au courant de tu rêves de quoi, mais j'ai pas de rêve. Je sais pas. C'est pas vrai, on a tous des rêves. Et ouais, je pense que c'est en tout cas chez moi, c'est un moteur très puissant. Et vous écrivez une très belle phrase. Quand vous perdez confiance en vous, faites confiance à vos rêves, ils connaissent le chemin. C'est terminé pour l'introspection et tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Bonjour Christian Réchaume. Bonjour Cyrielle, bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour Lola. Alors, je m'adresse à deux actrices, et puis des fois, il y a des rôles que l'on joue, et ceux que l'on n'a pas choisis. Alors, votre pièce parle de liens, de silence, de confrontation et de retrouvailles. Alors, pour cette chronique psychologique, j'avais envie de vous présenter une nouvelle pièce, avec de l'humilité, une pièce en 4 actes qui parle de vous, qu'on pourrait intituler « Comme mère, comme fille ». Dans cette pièce, l'acte 1, il y aurait le syndrome du miroir. Le miroir, c'est ce que l'on voit dans l'autre, c'est ce qu'on refuse aussi de voir. C'est entre une mère et une fille, il y a souvent des ressemblances. Mais chez vous, elle est sublimée. Il y a le même regard, la même intensité émotionnelle, le même appétit de scène. Et puis, dans un miroir, une fille, qu'est-ce qu'elle peut voir ? Elle peut voir qu'elle est solaire, qu'elle est sensible, qu'elle est créative, qu'elle est poétique. Elle peut voir aussi son insécurité et ses chagrins. Et puis, elle peut aussi s'identifier à sa mère. Pour une mère, regarder son miroir, c'est regarder la transmission, regarder son passé, regarder aussi son enfance et regarder l'enfant que l'on a devant soi. Alors, il y a ce double jeu sur scène, avec le rôle de mère et le rôle de fille qui se mélangent entre la réalité et la fiction. Et cela se croise. L'acte 2, ça serait l'effet boomerang. Parce que on peut essayer de fuir et en fait, les choses nous rattrapent. Toujours. Voilà. Mais, comme vous l'avez dit, je ne lâche rien. Ça, c'est par rapport à nos envies, par rapport à nos insécurités. Donc il y a le retour toujours des tensions, des regrets, des frustrations. Le retour de cette mémoire malade
comme vous l'avez exprimé. Alors on tente d'oublier, c'est un mécanisme de défense pour se protéger. Mais il permet aussi des fois d'occulter certaines choses qui peuvent être douloureuses. Mais le retour à la mémoire, que ce soit collective ou familiale, ça permet cette transmission dont vous nous avez parlé. Cela nous rappelle que nous avons une vulnérabilité et que ça développe notre résilience. L'acte 3, ça serait le théâtre des attentes. Parce que vous avez des rôles qu'on vous a donnés avant votre naissance. Vous avez grandi dans une lignée de cinéma et de théâtre. Vous avez donc le devoir de briller quelque part, d'être exceptionnel, d'être à la hauteur. Le poids du regard paternel et maternel. La difficulté de se définir sans ses parents. Alors, ça crée une quête d'identité. Trouver sa place. Vous avez écrit vos répliques, exprimé vos désirs, et puis vous avez peut-être cessé d'être la fille d'eux pour devenir vous. Alors, le 4e acte, c'est le lever de rideau. Parce qu'avec le lever de rideau, on ose se relever. Après la scène, il y a se dire ce que l'on se dit des fois pas à la maison. Écouter autrement, la création d'un vrai dialogue, un autre regard. Se débarrasser des masques et des rôles. Ce moment de dialogue entre une mère et une fille, mais sur une scène. Sortir du quotidien et passer d'un amour fusionnel à un amour assumé. Alors je pourrais juste dire que, en fait, avec vous deux, vous incarnez tout, la mère, la fille, la metteur en scène, l'actrice. Le tout dans une psychothérapie familiale. Mais avec humour. Vous avez du mal à vous séparer et vous êtes toujours sur le même spectacle et toujours à l'affiche. Mais on peut dire qu'avec le lien du sang et de la scène, vous vous regardez en face. Vous vous comprenez sans vous confondre et vous transformez votre héritage en liberté. Merci beaucoup, Merci, Christian c'est très Richaud, joli. pour ce très joli regard sur nos invités. Notre psychanalyste, auteur et thérapeute que l'on retrouve évidemment toutes les semaines sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Hélène et Lola Zidi. Vous êtes venus nous voir pour ce spectacle, Anatomie d'une actrice à Avignon et à Paris à la rentrée à partir du mois d'octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J. Cyrielle, merci infiniment. Vous avez une très belle émission et des très beaux intervenants. Merci infiniment. Merci à vous d'être venus nous voir. Merci beaucoup. Et on se dit bien sûr rendez-vous lundi sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup à Rose Louvry-Buot et Raphaël Sebag pour l'aide à la préparation de cette émission. À lundi.